Salut à toutes et à tous, vous regardez une édition spéciale de Décrypter l'Afrique, la quotidienne, un format en quelque sorte expérimental que l'on pourrait surnommer doc à l'appui. Durant les minutes qui viennent, je vais vous démontrer, document à l'appui, que les chiffres de la dernière élection présidentielle en Côte d'Ivoire ont été grossièrement truqués. Au-delà de tout doute raisonnable, je vais vous démontrer que tout le système électoral ivoirien, construit autour de la commission électorale dite indépendante, est une machine à produire de la fraude depuis au moins 2010. Une machine qui a fait son travail, une fois de plus, lors de ce scrutin présidentiel de 2025 et qui récidivera en cas de besoin lors des législatives. L'enjeu de cette démonstration n'est pas politicien. C'est un enjeu historique et scientifique. Celles et ceux qui ne sont pas intéressés par la vérité, pour la vérité, sont priés de passer leur chemin. Les autres, prenez le temps de regarder. Ce lundi à Abidjan, Alassane Ouattara a solennellement prêté serment pour son son deuxième mandat de la Deuxième République. Et il a pris un certain nombre d'engagements. Une grande nation unie, solidaire et prospère. Une nation où chaque citoyen compte, où les femmes et les jeunes sont de véritables acteurs de développement. Ce mandat sera aussi celui de la transmission générationnelle. Ce sera pour moi et pour notre nation un acte de responsabilité et de maturité politique. Vous avez bien entendu, une nation où chaque citoyen compte. Mais peut-on vraiment dire que chaque citoyen compte dans un pays où les morts votent et où les jeunes ne votent pas, ou votent très peu parce que leur non-vote a été sciemment organisé? Peut-on parler de maturité politique dans un pays dont l'institution chargée d'organiser les élections fabrique scrutin après scrutin des chiffres, y compris quand le président sortant est assuré de gagner, parce que le système a éliminé méthodiquement ses opposants les plus redoutables, qui ont décidé à leur tour de boycotter le scrutin et d'enjoindre leur soutien à ne pas se rendre aux urnes. Dans les minutes qui viennent, je vais partager avec vous des preuves qui attestent que la dernière présidentielle en Côte d'Ivoire a été truquée. Plus précisément, les taux de participation. Prenons le document produit par la commission électorale qui compile les résultats officiels région par région, département par département. On voit cette région de la Bagoué, par exemple, avec un taux de participation de 95,48%. Seulement dans le département de la Bagoué, on voit d'autres départements, pardon, seulement dans la région de la Bagoué, on voit d'autres régions avec composant chacune plusieurs départements où les taux de participation peuvent être élevés, mais sans aller jusqu'à ce taux qui est quand même assez étonnant. On voit le Folon, la région du Folon, où le taux de participation est de 98,70%. C'est quand même un taux de participation qui n'est pas habituel pour un scrutin. Il faut savoir qu'il y a les élections, c'est quelque chose qui relève un peu du big data. Il y a des données sur les élections partout dans le monde et les taux de participation de 98,70% dans toute une région, c'est quasiment impossible. Dans le Kabadougou, par exemple aussi, on voit un taux de participation de plus de 97%. 97,94%. Et puis, toujours dans les régions, une région du Nord, par exemple le Ouorodougou ou le Poro, ce sont des régions où finalement le taux de participation arrive au-delà du taux symbolique de 90%. Le Poro 93,40% et le Ouorodougou 94%. Ce sont des taux de participation assez incroyable. Alors, on va continuer à regarder les taux de participation, mais on va constater que tous les départements dont le taux de participation sont supérieurs à 90% sont situés dans une seule région du pays, le Nord, lieu de monopole politique du RHDP d'Alassane Ouattara. Est-ce que cela s'explique seulement par une forme de surmobilisation? À ce point, non. Alors, j'ai extrait pour vous le top 10 des départements au taux de participation les plus élevés. On va regarder ce document, ce top 10. Le département de Kani, 99,08%. Le département de Minignan,
98,92%. Cagnasso, parce que là, il y a une région, mais il faut sauter, le département de Cagnasso, 98,53%, le département d'Odjéné, 98,13%, de Mbengue, 97,68%, de Séguélon, 97,54%, de Pong, 96,90%, de Boundiali, 96,60%, de Madinani, 96,09%, de Samatigila, 95,15%, et le département de Kouto, 95,09%. Or, que nous disent les taux de participation, de tels taux de participation? Prenons celui du département de Kani, à 99,08%. Sur 33 523 inscrits, il y a eu officiellement 33 298 votants. Donc seulement 25 personnes dans toutes les préfectures, toutes les sous-préfectures de tout un département qui n'ont pas voyagé, qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas refusé de voter, qui n'étaient pas malades, qui ne sont pas mortes. Et en fait, il faut toutes ces conditions. Il faut qu'il y ait que 25 personnes parmi toutes ces personnes. Et entre la révision de la liste électorale et le jour du scrutin, il faut qu'il n'y ait pas eu plus de 25 décès. Parce que la révision électorale a eu lieu 1 an environ avant le début du scrutin. Même si l'on considère que tous les morts ont été extraits du fichier électoral lors de la révision de la liste électorale en fin 2024, et que l'on prend en compte le taux de mortalité moyen en milieu rural en Côte d'Ivoire, car le département de Kani est un département rural, ce taux étant de 12,5 pour 1000 par an, le taux de participation théorique maximum, si absolument personne ne voyage, si absolument personne n'est cloué au lit, si absolument personne ne suit le mot d'ordre de boycott de l'opposition, devrait être au maximum de 98,75% à tout casser, juste en enlevant les morts selon les taux de mortalité classiques de la région. Mais là, on est à 99,08%. Or, on sait en plus qu'en Côte d'Ivoire, la quasi-totalité des morts ne sont pas automatiquement extraits des listes électorales. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la commission électorale elle-même. Regardons cet article du quotidien en ligne L'Infodrome, le quotidien ivoirien L'Infodrome. C'est un article qui est daté du 15 mars et son titre d'ailleurs est tout un poème. Liste électorale, la CEI admet la présence de défunts mais assure qu'ils ne voteront pas. C'est tout un poème, je vous le disais. Si on a besoin de le dire, c'est qu'il y a un problème. Mais lisons un extrait très très instructif sur l'efficacité du processus d'expurgation des morts des listes électorales en Côte d'Ivoire. Face aux critiques, nous dit la CEI, nous dit l'Infodrome, la CEI défend son bilan et met en avant les difficultés rencontrées pour l'actualisation du fichier. En mai 2024, Ibrahim Koulibaly Kuibert, président de l'institution, rappelait que la CEI avait demandé au ministère de l'Intérieur la liste des personnes décédées entre 2020 et 2022. Cependant, seulement 78 des 6900 circonscriptions d'état civil avaient répondu, fournissant un fichier de 1260 personnes présumées décédées. Concernant les électeurs centenaires, Maître Yapobi Ketchi, commissaire à la CEI, évoque une simple erreur matérielle. Comment on peut analyser tout ça? On peut dire que, en gros, sur 3 années, le ministère de l'Intérieur n'a pu identifier dans tout le pays que 1260 personnes décédées. Or, si l'on s'en tient aux données du recensement général de la population, il y a eu environ 550 000 morts pendant cette période. Moins de 1% des décès sont donc identifiés par le ministère de l'Intérieur qui doit fournir à la commission électorale les éléments nécessaires à l'expurgation de la liste électorale. Or, si l'on est généreux et que l'on considère que 10% des personnes décédées ont été expurgées de la liste électorale ces 10 dernières années en Côte d'Ivoire, mais ça c'est être très très généreux, et que tout le monde vote, tous ceux qui ne sont pas décédés votent, le taux de participation théorique maximale avoisinerait les 92% dans chacun des segments de l'électorat. Et c'est une hypothèse extrêmement optimiste. Les taux de participation à plus de 95% brandis par la CEI dans un grand nombre de départements sont en réalité des impossibilités statistiques. Dans quel intérêt peut-on se demander créer des taux de participation aussi ridiculement élevés alors que selon toute hypothèse, Alassane Ouattara a gagné et bien gagné ce scrutin?
La réponse est simple. Pour arriver à un taux de participation national supérieur à 50% et contrecarrer le discours de l'opposition sur une désaffection électorale aux allures de grève des urnes, voire de désaveu, il faut passer par là. On comprend que le RHDP, parti au pouvoir, souhaite avoir de tels chiffres pour alimenter sa machine à éléments de langage, mais que la machine de la commission électorale dite indépendante se débrouille pour les lui fournir au prix d'impossibilités statistiques montre justement à quel point cette institution n'est indépendante que sur le papier. Elle n'est pas indépendante du tout, d'autant plus que ce type de manœuvre de gonflement du taux de participation a également eu lieu en 2020, en 2015 et même en 2010 lors du second tour du scrutin qui a opposé Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara et a conduit à une guerre post-électorale et à des milliers de morts. Certains d'entre nous se souviennent que juste après le second tour de 2010, la commission électorale annonçait un taux de participation d'environ 70%, comme on peut le lire sur cet article de RFI rédigé le 29 novembre 2010. Au lendemain du scrutin, on peut lire « La commission électorale indépendante devrait en principe débuter sa livraison avec les résultats provisoires de certains départements. Il faudra en revanche attendre plus longtemps avant de connaître le vote des communes et notamment celle d'Abidjan. On connaît cependant maintenant le taux de participation. La commission électorale indépendante a annoncé ce lundi après-midi qu'il se situe autour de 70%, en baisse par rapport au premier tour le 31 octobre où il avait atteint 83%. 70%. Mais 2 jours plus tard, patatras, le 1er décembre 2010 donc, la CEI change le taux de participation annoncé. Il passe à environ 80%, abracadabra, comme par magie. 70% un jour et le lendemain, on passe à 80% de taux de participation, plus de 10% en quelques heures. L'enjeu à l'époque était important. Une baisse de 13% du taux de participation signifiait que le report de voix d'Henri Konan-Bédié, qui avait eu 25% au premier tour, au profit d'Alassane Ouattara, qui avait eu 32%, était insuffisant pour prendre le dessus sur Laurent Gbagbo, 38% au second tour. Or, à taux de participation quasiment équivalent, 83% contre 81% au final, officiellement je le disais, la victoire de Ouattara s'annonçait plausible. Le taux de participation s'était donc adapté, en passant de 70 à 81% pour les besoins de la cause. Pour en rajouter au caractère absolument douteux des taux de participation dans le nord de la Côte d'Ivoire en 2025, figurez-vous qu'ils sont, et de loin, les plus importants que les taux officiels dans le même nord en 2010, alors que l'enjeu du duel Gbagbo-Ouattara était d'une importance beaucoup plus grande que celle de ce scrutin gagné d'avance en 2025. Au second tour de 2010, 0 département dans le nord n'avait un taux de participation supérieur à 95%, alors que la liste était toute nouvelle et donc moins fournie en morts, si on peut dire. 3 départements avaient un taux supérieur à 90% et au tour unique de 2025, 13 départements ont un taux de participation supérieur à 95% et plus de 20 départements un taux de participation supérieur à 90% pour un scrutin couru d'avance. Incroyable, n'est-ce pas? Au-delà des résultats et des taux de participation, une chose frappe lorsque l'on compare la pyramide des âges sur la liste électorale de 2025 en Côte d'Ivoire et la vraie pyramide des âges telle que nous la révèle le recensement général de la population et l'habitat. L'ingénieur diplômé de la prestigieuse École centrale de Paris et activiste numérique, Martial Koubri, a abordé avant moi la question dans son rapport d'analyse de la liste électorale provisoire, un rapport rédigé en 2025. Mais regardons ce tableau très clair et très instructif. On va regarder le tableau, il va s'afficher et vous allez le voir. Si l'on se fie au recensement général de la population et de l'habitat, les 18-19 ans représentent 4% de la population en Côte d'Ivoire, mais sur les listes électorales, ils sont 0,66%, c'est une présence très faible. Les 20-29 ans sont censés être 31,8% de la population, mais sur les listes électorales, ils ne sont que 14,7%. Les 30-39 ans sont 27,2% de la population selon le recensement et 25,37% de la liste électorale. C'est le seul segment de la population dans lequel
il y a une cohérence entre le recensement général de la population et la liste électorale. Et ça se comprend parce que c'est la génération, en tout cas en grande partie, la génération de celles et ceux qui ont été enrôlés pour l'élection présidentielle de 2010 et donc qui ont été bien enrôlés de la manière la plus exhaustive, la plus inclusive possible. Maintenant, on va aux 40-49 ans, on voit qu'il y a une surreprésentation. Il y a 17,1% de la population qui a cet âge selon le recensement, mais 26,22% de la population électorale qui a cet âge. Donc une surreprésentation de 153,3%, une surreprésentation de 147,9% des 50-59 ans, une surreprésentation des 60-69 ans de 178,5%, une surreprésentation des 70-79 ans de 204,2% et une surreprésentation des 80-89 ans de 440%. Les 90 ans et plus, ils sont surreprésentés au niveau de 760%. C'est la preuve que les morts votent en Côte d'Ivoire. Cette surreprésentation montre qu'en fait, il s'agit de personnes qui sont mortes, mais qui restent sur la liste électorale. Et plus le temps passe, puisque finalement l'espérance de vie en Côte d'Ivoire est autour de la cinquantaine, donc plus on se rapproche de la cinquantaine, plus cet effet de surreprésentation augmente de manière assez vive. En revanche, quand il s'agit des jeunes, on peut voir que leur sous-représentation est manifeste. On va regarder le tableau des jeunes. Alors, ce tableau nous montre que quand on compare en 2010, les 18-35% représentaient 60,76% de la population électorale en 2010. Ils ne représentent plus que 28% de la population électorale en 2025, soit une baisse de 32,7 points. Les 36-50 ans, qui représentaient 25,38% de la population en 2010, représentent 51,6% de la population en 2025. Donc, on parle de vieillissement du cœur du fichier, et les 51 ans et plus, qui ne sont que 13,86% de la population ivoirienne, représente 32,9% de la population électorale, donc une surreprésentation des seniors, et dans ces seniors, il y a les morts, il y a beaucoup de morts. Comment s'explique qu'en 2010, les jeunes étaient enrôlés, les jeunes ont pu voter, et qu'en 2025, les jeunes ne sont pas enrôlés, les jeunes ne peuvent pas voter, alors que les morts votent manifestement? Comment ça s'explique? Par la volonté politique, tout simplement. En 2010, il y avait eu de larges audiences foraines pour enrôler un maximum d'Ivoiriens et fabriquer de nouvelles cartes d'identité qui étaient gratuites pour les citoyens électeurs. Désormais, la carte d'identité est payante. Elle coûte 5 000 francs CFA dans un pays où le taux de pauvreté est important. Et pour la confectionner, il faut payer un certificat de nationalité à 2 500 francs CFA. Donc, pour avoir sa carte d'identité, il faut avoir 7 500 francs CFA. Pourquoi c'est un problème? Parce que 26% de la population ivoirienne vit sous le seuil d'extrême pauvreté, c'est-à-dire gagne moins de 1,90 $ par jour. Et pour la tranche la plus haute de cette partie de la population, 7 500 francs CFA, eh ben, ça représente une semaine de revenus. Il faut donc se priver de tout pendant une semaine, y compris de nourriture et de ratio de loyer, pour avoir les moyens de s'acheter une carte d'identité. Dans ce contexte, seuls les pauvres dont la confection de la carte d'identité est sponsorisée par des riches, notamment par des riches politiciens du parti au pouvoir, peuvent avoir leur carte d'identité et s'inscrire sur les listes électorales. Politiquement, ce choix est clair. Il s'agit de restreindre les droits à la participation électorale au profit du clan au pouvoir. Tout comme le choix d'empêcher une révision de la liste électorale l'année même des élections est clair et signifie qu'on ne veut pas des jeunes, qu'on ne veut pas des primo-votants qui pourraient être assez motivés l'année des élections pour s'inscrire et aller voter pour l'opposition. Ces pratiques structurelles d'exclusion électorale ont été analysées par les auteurs Ndongo Sambasila et Fanny Pigeot dans leur livre « De la démocratie en France-Afrique », une histoire de l'impérialisme électoral. Alors, ce livre, vous pouvez l'acheter dans les bonnes librairies. Alors, les deux auteurs, Ndongo Sambasila et Fanny Pigeot, développent un concept fort et assez éclairant, l'eugénisme électoral. Un concept qui explique que le soubassement des fausses démocraties électorales en France-Afrique consiste à choisir
qui peut être élu, mais également qui peut voter. En Côte d'Ivoire, en 2025, le pouvoir a écarté les candidats de tous les partis d'opposition représentés à l'Assemblée nationale. Il a donc choisi qui pouvait être élu de manière assez radicale. Il s'est débrouillé pour exclure un grand nombre de jeunes citoyens, surtout ceux qu'il n'a pas enrôlés lui-même, qui n'ont pas pu jouir de leurs droits d'électeurs. Le RDR d'Alassane Ouattara et la rébellion de Guillaume Soro avaient justifié leur action violente en 2002 par l'exclusion, le fait que certains Ivoiriens étaient privés de cartes d'identité notamment. Aujourd'hui, on est en mesure de prouver qu'il existe une exclusion électorale structurelle en Côte d'Ivoire. Regardons par exemple ce tableau réalisé par Martial Cobry qui compare les statistiques démographique du recensement général de la population électorale. Ce tableau, il est très instructif. On voit qu'il y a des régions relativement mieux représentées. Le nord, le nord-ouest avec le Denguélé et les Bafing, où 40-50% à peu près de la population se retrouve dans la population électorale, avec le département de Béléban, qui est le seul qui a un taux de représentation électorale de plus de 50%. Dans le nord, le Poro, le Tchologo, le Hambol, on a des taux de représentation de 30 à 40%. Dans le centre, le Béké, le Bélier et l'Ifou, on a environ 30 à 40%. Mais quelles sont les régions les plus sous-représentées, c'est-à-dire les régions dont le taux de participation électorale est autour de 20 à 30%? Le Tongpi, le Guémon, le Cavali, dans l'ouest du pays, et les régions qu'on pourrait dire tragiquement sous-représentées sont dans le sud-ouest, le Bas-Sassandra, la Nawa, ce sont des taux entre 10 et 20%, ce sont des taux de représentation électorale extrêmement bas. Alors, on peut dire que dans certaines de ces régions rurales du centre-ouest et de l'ouest du pays, il y a beaucoup d'étrangers, mais ça ne suffit pas à expliquer ce taux de sous-représentation électorale aussi élevé. Ça montre que beaucoup de jeunes dans ces régions ne sont pas sur les listes électorales et qu'il y a une sorte de déséquilibre de la présence de la liste électorale selon les régions. Le nord, qui est la région d'Alassane Ouattara et de de nombreux cadres du RHDP, s'en sort mieux dans la participation électorale que l'Ouest et le Sud-Ouest, qui sont en général des bastions de l'opposition, notamment des bastions historiques du PPACI. On voit que dans les zones du centre qui ont participé au pouvoir, en tout cas jusqu'en 2015, autour de 2015-2020, eh ben, il y a une meilleure représentation que dans l'Ouest, qui a été plutôt marginalisé dès la prise du pouvoir d'Alassane Ouattara. On voit le cas particulier d'Abidjan, où il y a un taux de représentation électorale de 30 à 40%. C'est une représentation moyenne, mais qui est plutôt faible au regard du poids démographique d'Abidjan. Comment ça peut s'expliquer, justement, alors que l'on sait qu'à Abidjan, les gens ont plus d'argent que dans le nord du pays et peuvent plus facilement se payer une carte d'identité. Cela signifie bien que ce qui permet la surreprésentation électorale dans le nord du pays, c'est une sorte d'accompagnement des élites qui ont beaucoup d'argent auprès de populations qu'elles considèrent comme, disons, leur patrimoine électoral. Alors donc, on voit qu'il y a une vraie question, une question d'exclusion électorale des jeunes, d'exclusion électorale de certaines régions. Il y a une question de fraude électorale, de surreprésentation de personnes qui sont censées être mortes parmi les personnes qui figurent sur les listes électorales, et également que ces personnes qui sont censées être mortes, qui ne peuvent qu'être mortes, font partie quand même du corps électoral actif, c'est-à-dire celui qui vote dans des régions qui sont toutes situées dans le nord du pays. Dans le nord du pays, il y a une meilleure représentation sur les listes électorales au regard de la population générale, et dans le nord du pays, il y a un survote qui peut être de 3-4 fois plus élevé que dans d'autres régions du pays, ce qui crée forcément des déséquilibres, ce qui crée une exclusion, la fameuse exclusion pour laquelle la Côte d'Ivoire a connu une guerre il y a bientôt 25 ans. Pour finir, je vous laisse avec ces mots du célèbre philosophe camerounais Fabien Eboussi Boulaga. Une société qui se ment
n'apprend rien. Elle est condamnée, pas à disparaître nécessairement, mais à vivre dans le chaos permanent. Se mentir, vous voyez, c'est vraiment le péché en quelque sorte intellectuel sans rémission, le péché contre l'esprit, c'est se mentir soi-même. Donc, refuser de se plier aux leçons de la vie, de l'histoire, de la rencontre avec les autres et chercher toujours des accommodements qui n'affrontent pas la réalité pleine de ce qu'on vit, qu'on rencontre. Donc, je continuerai à répéter ce mot, je crois, de Péguy, qui dit: dans une société qui se ment, on n'apprend pas. Ou une société qui se ment n'apprend rien. Donc on n'apprend rien dans une société qui se ment. Et si les gens éduquent leurs enfants dans une telle société, mais ils ne peuvent pas attendre quoi que ce soit de l'avenir et se payer de mots en disant que laisserons-nous à nos enfants, vous ne laisserez rien parce que vous avez bâti tout votre système sur le mensonge. En disant par exemple que vous êtes en coopération alors que c'est de l'aide, en disant que vous faites des élections alors qu'elles sont truquées, ainsi de suite. Donc une société qui devient mensonge, une sorte de mensonge sans couture est terrible pour quelqu'un qui veut la cohérence et qui fait le pari que c'est la vérité qui rend libre, c'est la vérité qui sauve. Une société qui devient mensonge est terrible. Merci d'avoir regardé cette édition spéciale de Décrypter l'Afrique.